Bonjour et bienvenue sur Médien TV. C'est parti pour l'édition 2023 de l'exercice militaire African Lion organisé par le Maroc et les États-Unis. Cette 19e édition entamée hier se poursuit jusqu'au 16 juin et se déroule dans 7 régions du Maroc, dont celle dans le Sahara marocain. Ce rendez-vous annuel de la coopération militaire maroco-américaine vise à renforcer l'échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Pour en savoir davantage sur la portée stratégique de cet exercice militaire, nous recevons le professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, le professeur Zakaria Aboudahab. Bonjour à vous, professeur. Bonjour, cher Omar. Alors, c'est la 19e édition, un rendez-vous donc annuel qui en parle, en tout cas qui en dit long sur la profondeur des relations stratégiques entre le Maroc et les États-Unis. En effet, alors si on veut un peu contextualiser rapidement, on peut dire que ces exercices ont commencé en 2007 et c'était la même année où l'AFRICOM, c'est-à-dire le commandement américain en Afrique, a été mis sur pied. Et donc, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà à la 19e édition. Cela veut dire que parfois même en une seule année, on organise 2 éditions. C'est vrai, il y a le Maroc comme toile de fond avec les États-Unis, mais il y a également d'autres participants. On peut parler du Ghana, le Sénégal, la Tunisie, des pays européens comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Italie, la France, etc. On peut aussi parler du Brésil. Donc, on voit que ce sont des exercices qui sont dits combinés et conjoints. Et en même temps, pour le Maroc, ça lui permet de donner un contenu concret et opérationnel à sa coopération militaire, donc stratégique, sécuritaire et au-delà avec les États-Unis, et donc avec évidemment des effets pluriels. On pourra peut-être citer quelques-uns. Alors, justement, on reste toujours sur l'aspect stratégique. Comme on le voit depuis plusieurs années maintenant, cet exercice se déroule aussi dans les régions, donc les provinces du Sud, donc dans les régions du Sahara marocain. Un message de plus quant à l'affermissement de la position des États-Unis sur la question du Sahara. Absolument, donc c'est une consolidation déjà. On n'est pas dans le conjoncturel, mais on est plutôt dans ce qui est constant. Donc c'est une récurrence, comme on dit en sociologie, ça devient partie intégrante de l'approche américaine, notamment au regard du Maroc. Alors ça, d'une part, c'est un gain essentiel sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique. J'aimerais dire que l'un des objectifs précisément de ce genre d'exercice, c'est de lutter contre le terrorisme, c'est de lutter contre le crime transnational organisé, voire même, vous savez, en anglais, on parle des groupes malins, entre guillemets, si je traduis. Cela veut dire qu'il y a une projection géostratégique américaine à l'échelle africaine, hein, ce n'est pas seulement en Afrique du Nord, donc ça inclut le Sahel et la région sahélo-saharienne, et on sait combien cette région est chrysogène, c'est un foyer potentiel du terrorisme et des crimes qui y sont liés, bien entendu, ce qui fait que notre Sahara marocain est adossé à la région sahélo-saharienne, ça va de soi, que aussi elle puisse inclure et abriter ce genre d'exercice, donc ça permet, je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du raffermissement de la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, mais en même temps, ça permet au Maroc aussi de dissuader, de repousser des attaques potentielles. Récemment, on a assisté au démantèlement d'un certain nombre de cellules terroristes, donc cela veut dire que le coefficient géopolitique, géostratégique du Maroc allant crescendo au regard des États-Unis. Alors, justement, je rappelle qu'une vingtaine de nations participent, vous l'avez d'ailleurs dit, à cet exercice militaire annuel. Donc, cette année, on a environ 8000 soldats mobilisés, 8000 participants mobilisés. C'est conséquent, ça en fait le plus important exercice militaire donc, sur le continent. Alors, sachant, et vous l'avez dit aussi, tous les soubresauts dans la région sahélo-saharienne, quel serait aujourd'hui, en quoi cet exercice pour renforcer le positionnement du Maroc comme rempart contre toutes ces menaces dans cette région? Alors, permettez-moi, c'est Omar, d'abord de souligner un concept clé dans ce genre d'exercice dit conjoint et combiné. Alors, pourquoi combiné? Parce qu'il rassemble en même temps les forces de l'air, de la terre et de la mer. Et par ailleurs, ce sont des exercices qui sont conjoints,
Il y a le Maroc, donc c'est, on va dire, le bilatéral, mais il y a aussi le multilatéral. C'est une sorte de coalition en réalité. Et le concept clé dans ce genre d'exercice, c'est l'interopérabilité. Vous savez, c'est un concept informatique qui a fait son entrée dans le domaine des études dites stratégiques, notamment dans le domaine de l'opérationnel, c'est-à-dire une sorte d'interconnexion entre plusieurs participants, des acteurs qui, à un moment donné, doivent être prêts instantanément à intervenir dans chaque région ciblée ou dans chaque zone de crise. Cela permet donc d'activer ce qu'on appelle, en français c'est difficile de trouver le mot, readiness, c'est-à-dire le degré de préparation des forces concernées pour lutter contre les menaces. Alors on parle de menaces, threats, c'est important. Les menaces, parce qu'une menace est une menace qui est réelle, le risque est potentiel, il peut survenir. Donc ce qui fait que pour notre pays, le Maroc, l'essentiel, c'est d'affûter les armes, c'est de recueillir l'expertise américaine en la matière, renouveler le matériel, puisque, on l'a dit peut-être une fois, il y a 3 dimensions ou 3 éléments interdépendants dans cette opération de façon stratégique, donc ils jouent de façon conjuguée. Premièrement, le premier D, c'est la diplomatie, donc nous sommes dans la diplomatie militaire, sécuritaire, etc. Nous sommes également dans une problématique de développement global, par exemple l'industrie militaire. Et le troisième D, c'est la question de la défense. Donc, ce qui fait que notre résilience aujourd'hui, Sa Majesté parle souvent de l'autonomie stratégique du Maroc. Elle n'est pas seulement sanitaire, énergétique, elle est aussi stratégique. Et moi, je crois que ce genre d'exercice, nous sommes à notre 19e édition, donc nous avons atteint la vitesse de croisière, nous permet précisément de gagner énormément de points sur le plan du coefficient géostratégique du Maroc. Alors, je rappelle donc, selon le communiqué de l'état-major général des forces armées royales marocaines, donc les thèmes de cette 19e édition, il est notamment question de planification opérationnelle, donc pour les cadres des états-majors de la Task Force, les exercices tactiques terrestres, maritimes, aériennes et combinés, mais aussi un exercice combiné des forces spéciales, les forces aéroportées, l'hôpital militaire de campagne qui prévoit donc des prestations chirurgico-médicales au profit de la population et les exercices de lutte contre les armes de destruction massive. On voit en tout cas que le programme est extrêmement fourni. Alors justement, professeur, vous avez aussi évoqué cela tout à l'heure par rapport au gain de l'armée marocaine qui doit s'inspirer de la puissance militaire des États-Unis sur le plan tactique, opérationnel et en termes de capacité de dissuasion. En quoi l'armée marocaine va récolter des fruits à travers ces exercices annuels? Bon, si vous voulez, sans être un fin connaisseur des questions militaires, mais on peut dire grosso modo, en relations internationales, on s'intéresse beaucoup à la dimension stratégique globale sécuritaire. Et vous m'avez tendu la perche, Sir Omar, tout à l'heure, en rappelant effectivement qu'il y a aussi la dimension diplomatie humanitaire, et alors tout ce qui est hôpitaux de campagne et en même temps prêter des secours en cas de sinistres ou de situations catastrophiques. Cette dimension, elle est aussi importante. Il n'y a pas que le côté militaire, armes, etc. Deuxièmement, vous avez précisément parlé d'un certain nombre de menaces globales, notamment en matière de simulation, comme on dit, le muhakat en langue arabe, repousser d'éventuelles attaques radiologiques, bactériologiques, chimiques et nucléaires. C'est extrêmement important. Et que donc le Maroc, bien entendu, comme il ne vit pas en vase clos, est appelé précisément à contribuer à ce genre d'exercice. Ce n'est pas la première fois. À l'échelle multilatérale, on peut même rappeler au niveau de l'opération dite Endeavour, qui s'est déroulée en 2006 dans le cadre de l'OTAN, parce que le Maroc participe aussi, il faut le rappeler, au dialogue méditerranéen de l'OTAN qui a été lancé en 1994 à Istanbul. Donc, ce qui fait que l'OTAN aussi participe à ce genre d'exercice-là, il faut le rappeler. Nous sommes en quelque sorte dans une coalition. Et vous savez, cette 19e édition, donc, qui a démarré, on va dire, sur le plan militaire, officiellement hier, le 5 juin 2023, a été précédée d'une formation théorique. Et les participants, y compris des militaires marocains, ont été certifiés. Donc, il y a d'abord la définition, les concepts, vous voyez, et on va faire un peu le tour des études stratégiques de façon générale, et qui sont plurielles aujourd'hui, par exemple, le rôle de la guerre électronique, cyberattaque, cyberguerre, cyberdéfense, cybercriminalité. Ça prépare nos militaires précisément aux guerres futures du XXIe siècle et par ailleurs aussi sur le terrain. Donc ça permet encore une fois
à tous les participants, pas seulement bien entendu le Maroc, de mieux ajuster, on va dire, les outils de défense contre d'éventuelles attaques pouvant provenir de sources diverses. Alors, on sait aussi que beaucoup d'autres, comme vous l'avez évoqué et qu'on l'a dit, une vingtaine de pays participent donc à cet exercice, notamment sur le plan africain. Quel est le plus que cela pourrait apporter aux armées africaines? Et je rappelle qu'habituellement, cet exercice se déroule de façon simultanée dans plusieurs pays du continent. Comment les armées africaines parviennent à tirer l'expérience que leur partagent leurs collègues des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN? Alors c'est là où vous touchez un aspect dit géostratégique, global, où précisément le African Lion devrait être replacé dans le contexte de la mise sur pied de l'AFRICOM, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un commandement américain en Afrique. Donc à l'échelle africaine, c'est un outil qui est ouvert à tous les participants, les stakeholders. Et je rappelle que pratiquement, il y a 11 unités de ce genre, ou 11 départements en quelque sorte. Il y a même en Europe d'ailleurs. Et à l'époque lorsque l'AFRICOM a été mis sur pied, je le rappelle juste pour les chers téléspectateurs, en fait, les Américains voulaient l'installer en Afrique, mais il y avait de l'hésitation, etc. C'était au lendemain des attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, le quartier général est à Stuttgart en Allemagne, et précisément aujourd'hui, il y a des idées qui circulent comme quoi, éventuellement, le quartier général allait être installé en Afrique. Alors pourquoi je rappelle ce contexte? Tout simplement pour dire que l'objectif des États-Unis sur le plan géostratégique, c'est aussi, certes, permettre aux armées africaines participantes, bien entendu, de bénéficier de l'expertise américaine, des best practices, etc., les meilleures pratiques, mais en même temps, vous voyez, rééquilibrer un peu la balance géostratégique continentale au regard de la Russie, au regard de la Chine et d'éventuels acteurs ou joueurs géostratégiques. On le sait, beaucoup de pays mènent aussi des exercices conjoints avec la Russie. Je cite l'Algérie, je cite l'Afrique du Sud, etc. Donc, ce qui fait que cette participation africaine, au-delà de sa dimension opérationnelle, court terme, etc., est destinée précisément à ressouder les liens, de créer une sorte d'alliance ad minima, pas dans le cadre de l'OTAN, bien entendu, nous ne sommes pas dans l'article 5, c'est-à-dire la défense commune au niveau du traité de l'Atlantique Nord, mais en même temps, ça permet quand même de créer une sorte de communauté de partage, et ça permet, comme je l'ai dit, les États-Unis étant la première puissance géostratégique globale sur le plan militaire, etc., donc ça permet à ces pays de bénéficier de cette expertise. Alors, si on revient dans le cas du Maroc, on sait que le Royaume aujourd'hui prend un virage sur le plan donc, de l'industrie militaire qui est appelée à se développer. Justement, parlons de cet aspect-là et en termes de coopération et de transfert d'expertise et de technologie. Qu'est-ce que le Maroc aimerait aujourd'hui avoir dans ce sens ? Alors, depuis quelques années, le Maroc, grâce à la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, avait développé le concept de l'autonomie stratégique. Alors, par autonomie stratégique, il faut entendre une chose importante. Ce n'est pas une indépendance totale. Nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle l'autarcie, on ne va pas fermer les frontières, etc. Mais en même temps, développer des capacités internes in situ, made in Morocco, qui lui permettent précisément, parfois, en temps de crise notamment, de compter sur lui-même, sur ses propres capacités. Alors maintenant, pour l'industrie militaire, il y a peut-être 2-3 années, précisément, d'abord c'était en octobre 2020, vous voyez, il y a eu conclusion d'un important accord décennal sur 10 années de coopération militaire avec les États-Unis. 2020-2030, c'est extrêmement important. Quelques années avant, bien entendu, quand le Maroc a reçu des États-Unis le statut dit d'allié majeur au OTAN, eh bien, l'idée précisément de créer une propre industrie militaire a frayé sa voie. Et aujourd'hui, ça devient partie intégrante de la démarche marocaine, comme d'ailleurs pour le cas de l'aéronautique, l'automobile. Alhamdoulilah, le Maroc est devenu pionnier à l'échelle africaine sur le plan des infrastructures logistiques, etc. Et précisément, ce genre d'exercice permet à chaque fois au Maroc de gagner des points, de bénéficier des dernières technologies, que ce soit sur le plan de l'aviation, que ce soit sur le plan de l'armée de la terre, que ce soit sur le plan maritime. Le Maroc a une superficie globale d'1 million de kilomètres carrés de superficie maritime,
3000 sur 500 km en large et en long. Donc, ce qui fait que cette idée de développer une industrie militaire permet au Maroc de renforcer alors sa résilience stratégique globale et de se préparer à des échéances. D'ailleurs, on le sait, le monde aujourd'hui est frappé pleinement de pas mal de crises et de turbulences, etc. Donc, c'est une bonne chose, au final, pour la résilience stratégique du Maroc. Alors, on a parlé justement de ces menaces sur le plan, disons, venant de la zone sud, à savoir le Sahara ou le Sahel. Alors, quand on prend sur le bassin méditerranéen, aujourd'hui, à quoi faudrait-il se préparer par rapport justement à ces menaces que vous venez d'évoquer, professeur ? Alors, malheureusement, la Méditerranée est une zone considérée comme étant chrysogène. Généralement, elle est génératrice d'un potentiel de menaces et de risques, que ce soit en ce qui concerne... Alors, je vais utiliser un mot qui est très cher à notre ministre des Affaires étrangères, c'est le nexus, c'est-à-dire la relation de séparatisme, terrorisme et crime transnational organisé. Effectivement, cette zone est chrysogène et potentiellement productrice de ce genre de menaces. Le Maroc étant sur une plaque géostratégique sensible, c'est un point de passage, c'est la porte d'entrée de l'Afrique, c'est le passage vers l'Europe. Il est trait d'union entre plusieurs affluences géostratégiques, géoculturelles, tout ce qu'on veut. Donc, ce qui fait que la Méditerranée est considérée comme étant une zone de priorité. Cela permet au Maroc, encore une fois, de lire et de penser ce genre d'exercice en lien, je l'ai dit tout à l'heure, avec tous les pays membres de l'OTAN, donc par ricochet, si vous voulez. Tout à l'heure, j'ai parlé des Pays-Bas, la France, l'Italie, c'est quand même des... Deuxièmement, de faire jouer d'autres instances de dialogue militaire, le dialogue 5+5, qui a été initié début des années 90, et en même temps faire activer davantage le bilatéral, donc avec l'Espagne, notre voisin immédiat du Nord, avec d'autres pays, l'Italie, etc. Donc effectivement, comme vous l'avez si bien dit, la Méditerranée est une zone de priorité. Elle est incluse dans le cadre du cercle ou des cercles d'intérêt de l'exercice ou des exercices conjoints dans le cadre de l'African Line. Merci beaucoup. Professeur Zakaria Aboudab, je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Comme toujours, c'est un plaisir de vous recevoir sur Médien TV. Plaisir partagé, c'est Omar. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.